Bonjour à tous et bienvenue au cycle de lecture chez Radio L'Allemagne. Je suis votre présentateur Alain Ramirez. Cette semaine, nous proposons la lecture du texte La joie du philosophe et romancier français Charles Pépin. Mais pour une fois, je vous laisserai avec le comédien Olivier Rudaver pour qu'il vous présente lui-même le texte avant de passer à la lecture. Entre-temps, je vous invite comme d'habitude à cliquer sur le bouton souscrire de cette chaîne, à liker la vidéo, à la partager et nous laisser vos commentaires. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bonne écoute. Bonjour, je m'appelle Olivier Rudaver et je vais vous lire des extraits de La joie, le roman de Charles Pépin paru chez Alary Éditions. Je n'ai pas choisi ce roman par hasard puisque j'ai fait l'adaptation du livre il y a quelque temps déjà et j'ai fait des représentations, notamment lors de la carte blanche de la Compagnie internationale au Théâtre de l'Opprimé, où Alain Ramirez m'a vu et ensuite m'a demandé, pour la chaîne Alma, de lire quelques extraits. Voilà, je vais donc vous lire vraiment le roman, que voilà, car j'ai envie de vous donner envie de découvrir la suite vous-même et de vous procurer le livre qui est toujours édité, bien entendu. Et peut-être que ça éveillera votre curiosité, vous donnera envie de venir me voir ensuite sur scène pour voir ce que j'ai fait du roman de Charles Pépin. La joie de Charles Pépin. Je vous lis les 8 premiers chapitres de la partie 1. Je n'ai pas beaucoup dormi, mais il y a ce bonheur dans mes muscles, cette chaleur dans mon sang qui me tiennent compagnie. Il y a cette lumière dans la ville, ce soleil de septembre qui réchauffe les cœurs et les capots des voitures. Je ne conduis que d'une main. Votre bras pend à la fenêtre. J'aime tant sentir sous ma paume la portière brûlante, la caresse de la tôle au creux de mon avant-bras. D'ailleurs, je ne conduis pas vraiment, je suis conduit. Je me laisse conduire. Ce sont les rues qui décident pour moi. Les rues, les feux et le soleil. Ma voiture connaît par cœur le chemin de l'hôpital. Je l'ai fait si souvent. Aujourd'hui, maman a une bonne voix. Je l'ai entendue au premier de ses mots dans le téléphone. Je lui dis que je serai là, bientôt, que je roule déjà vers elle. Elle n'a qu'à fermer les yeux et s'endormir. Je serai là à son réveil. J'accélère encore, et il me semble que tous les feux de Paris sont synchronisés, qu'ils se sont donné le mot pour passer au vert. Louise m'appelle, la voix ensommeillée. Elle veut savoir si je vais bien, comment je fais pour tenir sans sommeil, si j'ai une oreillette, si ma réunion s'est déroulée comme je le souhaitais. Elle me dit qu'elle est encore au lit, qu'il y a mon odeur dans les draps, notre odeur. À l'entrée de l'hôpital, pour qu'on m'ouvre la barrière, j'annonce que je suis attendu aux urgences. Ça marche depuis des semaines, je répète le même mensonge, la barrière se soulève comme par magie et je remercie hâtivement l'agent coincé dans sa loge qui ne me reconnaît jamais. C'est le genre de choses que j'apprécie, tous ces petits miracles de la vie. Une barrière qui obéit, des feux qui passent au vert, un ami qui appelle alors qu'on pense à lui. 2 corps qui dorment ensemble, parfaitement emboîtés, sans même le faire exprès. Louise, toujours en ligne, s'amuse de mon mensonge. Maman n'a jamais été aux urgences. Elle est en cancérologie, mais les visiteurs n'ont pas droit à une place de parking dans l'enceinte de l'hôpital. Ils doivent stationner dehors et marcher 10 minutes. J'ai encore réussi à me garer sous les fenêtres de sa chambre. Cette place est toujours libre, comme si elle m'était réservée. Je l'aime vraiment, cet emplacement. Il y a un peu d'herbe, aucune manœuvre à faire, on se croirait à la campagne. En refermant la portière, j'observe devant mon pied une petite fleur violette éclose dans une filière du bitume. Comment a-t-elle fait pour arriver ici? Pour percer et croître, échapper si longtemps aux pas et aux pneus? Cherchait-elle ce soleil qui me caresse le front? Je lève les yeux au ciel, et il me semble que les nuages filent anormalement vite, que le vent les balaye pour faire place au soleil. Ce bouquet est vraiment réussi. Ce jaune, ce blanc et ce feuillage qui relève le tout, c'est exactement ce que je voulais. J'arpente à grands pas les couloirs sans fin de l'hôpital en contemplant mon œuvre quand je tombe sur le professeur qui s'occupe de maman. Il a des dossiers sous le bras et la blouse boutonnée haut, juste sous la glotte. Il me propose de le suivre dans son bureau.
C'est une aubaine. Nous n'arrivons jamais à le voir. Lorsqu'il passe dans la chambre de maman, il semble tellement pressé qu'on ose à peine le questionner. Il me désigne la chaise où m'asseoir, et je me dis qu'il a une sale tête. Il a toujours une sale tête, mais là, c'est pire. C'est un être terne, obséquieux, très grand, toujours un peu voûté comme le sont les trop grands, avec quelque chose de fuyant dans le regard. Monsieur Solaro, je dois vous dire que les nouvelles ne sont pas bonnes. Je le regarde, et comme à chaque fois que je le regarde, je suis surpris de ne rien voir dans ses yeux. Il reprend. Vraiment pas bonne. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de bonnes nouvelles, vous savez. Ma remarque semble le surprendre. Il me regarde bizarrement derrière ses lunettes. Je ne sais pas pourquoi, j'imagine que je lui enlève ses lunettes et qu'il a soudain l'air plus fragile, que ses yeux laissent voir enfin autre chose que le sérieux et l'affairement. Du coup, je n'écoute pas vraiment ce qu'il dit. Peut-être qu'il le sent parce que son ton se durcit. Ce que je crois devoir vous dire, c'est que cela se compte désormais en jours, pas en semaines. Et aujourd'hui, il semble interloqué, alors je reprends. Aujourd'hui, elle va comment? Louise me demande si je préfère dîner dehors ou chez elle, mais je l'embrasse déjà sans enlever mon manteau. Je défais les boutons de sa chemise, une chemise d'homme, je dégrafe son soutien-gorge et je libère ses seins. Enfin, je peux sentir sa peau brûlante contre ma langue. La porte de son appartement à peine refermée, j'adore la déshabiller, l'embrasser, la caresser, qu'elle soit entièrement nue avant que j'ôte le moindre de mes vêtements. Elle aime ça aussi. Tout est si naturel avec elle. Tout est si simple et si fluide. Qu'elle ait quelqu'un dans sa vie ou non, nous nous retrouvons et nous faisons l'amour. La seule différence, lorsqu'elle a quelqu'un, c'est que nous n'allons pas chez elle. Oh Louise, j'aime tout. Sa façon de crier, de bouger, de se cambrer. Juste après, elle a froid. Elle se met à trembler. Nous nous relevons du sol et passons dans sa chambre. Il lui faut une couette ou une couverture. Il lui faut se blottir jusqu'à ce que cessent les tremblements. Elle a encore quelques spasmes et puis ça se calme. Elle me dit « Tu crois que c'est normal autant de plaisir ?» Je ne dis rien. Je ne l'écoutais pas vraiment, alors elle précise « Autant de plaisir, je veux dire, vu les circonstances. » Je remarque qu'elle a les joues abîmées, rougies, que je lui ai fait mal avec mon début de barbe. Je ne sais pas trop quoi lui répondre, alors je lui demande si ça la gêne, elle. Elle me répond que la question ne se pose pas en ces termes, que nous ne sommes pas dans la même situation, et je me dis qu'elle a raison. Je me dis surtout qu'elle est jolie, malgré ses joues irritées, avec ses mèches devant les yeux, et que je commence à avoir sacrément faim. Tu imagines? Des linguine, ail et piment avec un bon bourgogne, un risotto aux truffes avec un vin dépouille. Tu connais le Violante? C'est un vin dépouille qui porte bien son nom. Oh oui, dit-elle simplement. Oh oui. Et je vois bien qu'elle a autant envie de linguine et de Violante que de refaire l'amour. L'entretien avec le banquier s'est mal passé. Et je me retrouve dans la rue. Les piétons défilent avec le même empressement, obligés de contourner l'homme immobile que je suis. L'heure n'est pas à la flânerie dans ce quartier d'affaires. J'ai multiplié les arguments, mais il n'a rien voulu entendre. Impossible de modifier le montant du découvert, obligation de rejeter les prélèvements, pas de remise sur les frais de rejet. C'est un peu vexant de redoubler d'ingéniosité et de se voir opposer toujours à la même réponse. Un peu vexant aussi de s'être déplacé pour rien. Il a quand même reconnu que ma petite boîte tournait, mais ce n'était pas suffisant. J'avais plus de sorties que de rentrées. Il a répété que c'était mathématique, en insistant sur le mot, et j'ai compris qu'il fallait s'incliner. « Monsieur Solaro, a-t-il encore ajouté, vous dépensez plus que vous ne gagnez, alors fatalement, ça coince. » Je ne sais plus où je me suis garé. Je ne m'attendais pas au refus du banquier et à sa petite avalanche de conséquences. Je ne peux pas tirer d'argent, je vais devoir faire le tour des amis qui peuvent m'en prêter, appeler les créanciers et essayer d'éviter le dépôt de bilan. Mais nous n'en sommes pas là. J'ai rendez-vous à l'hôpital avec mon père et mon frère. Nous devons décider si maman y reste jusqu'au bout ou si elle finit ses jours chez elle. Mon père change d'avis toutes les 5 minutes et moi, je n'arrive pas vraiment à savoir. Au fond, je crois que c'est une fausse question.
Je retrouve enfin la place où je m'étais garé, mais pas ma voiture. Je n'avais pas vu que l'emplacement était réservé aux livraisons. Elle est partie à la fourrière. C'est désagréable, mais pas seulement. Il y a quelque chose d'irréel dans la disparition si rapide de sa voiture. C'était pas vraiment mon jour, et cette idée me fait sourire, je ne sais pas trop pourquoi. En face, il y a un café où j'entre spontanément. Je demande un expresso serré au serveur qui traduit un italien, un. Deux femmes discutent à une table voisine. J'imagine qu'elles prolongent leur déjeuner le plus longtemps possible avant de repartir au boulot. Je ne sais pas de quoi elles parlent, mais ça a l'air drôle. Il y en a une qui raconte et l'autre qui n'en revient pas. Celle qui raconte est pas mal et celle qui n'en revient pas est franchement jolie. C'est amusant de les regarder sans les entendre. Le café est bon, fort, comme il faut. Le genre de nectar qui réchauffe le ventre et l'âme remet les idées en place. Je demande au serveur combien je dois, sors 4 pièces de ma poche et les lance sur le comptoir. Le compte est bon, au centime près. Ça plaît au serveur, à moi aussi. Je repose ma tasse sur le zinc et peut-être est-ce le bruit qu'elle fait. Ce tintement clair et sans appel, peut-être est-ce l'effet de la caféine dans mon corps. Mais soudain, je me sens traversé par une force nouvelle, un plaisir d'exister qui donne envie de chanter. Nous sommes au restaurant et mon père n'a pas touché à son assiette. Essaie de manger un peu, lui dit Mathieu, mais il ne répond rien. Soudain il lâche. Vivre sans elle, je ne pourrais pas. On peut tout me demander, mais pas ça. Papa, on n'en est pas là, rétorque sèchement Mathieu. C'est vrai, pardonnez-moi. Je suis désolé, parfois je ne pense qu'à moi. Juste avant de quitter l'hôpital, le professeur nous a annoncé que cela ne servait à rien de continuer le traitement. Après, il n'a pas su quoi ajouter. Alors il a répété que le traitement épuisait maman, qu'elle ne le supportait plus, que c'était la décision la plus sage, mais qu'il ne la prendrait qu'avec nous, évidemment. Mon père a insisté. Il voulait savoir comment on pouvait en être sûr. Il a rappelé au professeur que maman avait déjà connu une rémission inespérée l'année dernière et le professeur a admis que c'était vrai, qu'il en avait été lui-même surpris et heureux, bien sûr. J'ai trouvé ça bizarre qu'il précise, mais cette fois, c'est différent, a repris le professeur. Et pourquoi? Il y avait de la colère dans la voix de mon père. Il n'y a pas d'autre traitement? D'autres protocoles plus doux, moins agressifs? Comment peut-on en être sûr? Comment pouvez-vous savoir? Vous étiez déjà sûr la dernière fois. Il a finalement réussi à faire admettre au professeur que la médecine n'était pas une science exacte, qu'il était presque certain, mais pas certain. Et plus personne n'a su quoi dire. Alors on fait quoi? Demande Mathieu. Mon père ne répond pas. Et puis en se redressant, la main levée pour demander l'addition, on fait ce qu'on a toujours fait, on continue à se battre, on écoute son cœur et pas assez con de médecin, on continue. Mathieu et moi on se regarde. Je crois qu'à cet instant on s'inquiète plus pour lui que pour elle. Après avoir déposé mon père chez lui, je décide d'aller faire un footing. En m'agenouillant pour lasser mes chaussures, je me sens lourd, fatigué, j'ai tout le poids de mon corps dans mes cuisses, j'ai même du mal à me relever. Je cours d'abord sur le trottoir, puis sur la route à cause des piétons, en direction des quais de Seine. Il commence à pleuvoir, mais ce n'est pas désagréable, c'est même plutôt une bonne nouvelle, ce petit crachin qui me fouette le visage tandis que j'accélère. Je fais en courant des moulinets avec les bras pour essayer de dissiper les douleurs en haut du dos, dans les épaules, mais il n'y a pas de miracle. Heureusement, la route descend. Ça me fait du bien d'arriver au bord de l'eau, de retrouver ce petit chemin le long des péniches. Le vacarme des voitures est plus lointain maintenant, elles placent plus haut, et c'est comme si je venais de changer de monde. De là où je suis, le bruit qu'elles font en glissant sur la chaussée mouillée ressemble à celui de la mer. Là-bas, c'est la ville, l'urgence et les klaxons, c'est la hâte et le travail. Ici, c'est la campagne. La province, soudain, c'est la Hollande ou les pays de Loire. Ce sont des péniches attachées à des piquets de bois. Ce sont des boîtes aux lettres colorées à côté de ces piquets. Des boîtes rouges, vertes, bleues, comme des hérons ou des flamants roses. J'ai moins mal aux poumons. L'air ne me brûle pas comme au début. Je fais moins d'efforts pour courir. La pluie s'intensifie et je me sens de mieux en mieux. La Seine est belle. Piquée de pluie, d'un vert profond sous le ciel gris. J'essaie d'accélérer encore, mais un point de côté me rappelle à l'ordre. Alors, je ralentis, les mains sur les hanches, en expirant doucement pour que ça se calme.
Finalement, je crois que ce point de côté m'aide à me régler, à ne pas en demander trop à mon corps, à inspirer et à expirer sans excès. Maintenant, je suis bien. Je ne pense plus à m'effouler, ni à mon souffle. Je ne pense plus à rien, et le paysage défile, tout glisse désormais. Le monde est moelleux sous mes pieds, et j'ouvre la bouche pour sentir un peu de cette eau qui tombe du ciel. Je tire même la langue, et j'ouvre grand mes bras. J'accélère à présent. J'accélère, mais pas trop. Tout est bien comme ça. Je vois la pluie qui réveille la Seine, et je la sens chaude sur mon front, sur mes joues. J'ai trouvé mon rythme. Je me répète que c'est bon d'avoir un corps. Au début, j'avais du mal avec cet hôpital. Ces grands couloirs sales, ces ascenseurs qu'on attend des heures sans jamais comprendre où ils sont arrêtés, et surtout cette odeur. Je ne pouvais pas m'empêcher de me dire que ça puait l'hôpital, le corps souffrant et les médicaments. À peine arrivé, j'avais envie de partir. Le plus souvent, c'est d'ailleurs ce que je faisais. Je me disais que le meilleur traitement pour maman, c'était de ne pas s'éterniser dans ce nid de microbes. Aujourd'hui, c'est différent. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui a changé. Il n'y a plus rien ne me gêne. C'est peut-être l'habitude. Il y a même des choses que j'aime retrouver. Le point presse au rez-de-chaussée, le distributeur de boissons et ses cappuccinos, les toilettes publiques à l'étage de maman avec leurs savons liquides et ce parfum d'amande douce qui me rappelle mon enfance. Je ne sais pas exactement quoi. Peut-être des bonbons ou des bâtons de colle, une odeur très précise que je n'avais jamais retrouvée. Parfois j'y fais exprès. Je n'ai pas besoin de me laver les mains, mais je le fais quand même, juste pour l'odeur. Même la vue de sa chambre, je la trouve maintenant jolie. Nous sommes au 8e étage, et d'en haut, les bâtiments de briques rouges, les arbres et les petites allées font comme une cité étudiante, un village paisible. Maman reçoit tellement de morphine qu'elle commence à moins souffrir. Il n'y a plus d'espoir et elle le sait. Elle le sait depuis des semaines. Je le vois dans ses yeux. Je le vois à chaque fois que mon père redouble d'efforts. Il voudrait meubler tous les silences. Il voudrait toujours arriver dans la chambre d'hôpital avec un petit cadeau, des fleurs ou autre chose. Il voudrait que le bleu ciel des murs de la chambre ne soit pas déprimant. Il voudrait que les choses soient autrement. Il a même fait enlever l'énorme téléviseur qui sortait du mur comme un insecte et nous empêchait d'aller et venir dans la chambre. Il ne voit pas les yeux de maman qui disent ce qu'elle ne peut lui dire. Elle n'y croit plus. Elle s'est bien battue, mais elle ne peut plus. Ce n'est pas qu'elle l'abandonne, elle ne l'abandonnerait pour rien au monde, c'est qu'elle n'en peut plus. Elle n'en peut plus d'avoir mal. Lui s'est toujours battu. Pour elle, pour eux, pour leur quotidien, pour leur jeune jour, pour les droits des salariés, pour tout. Il vient de sortir faire une course et je suis seul avec elle. Tous les deux, nous supportons assez bien le silence. Le professeur entre sans frapper avec son dossier sous le bras. Il a fait son entrée dans la chambre comme quelqu'un qui se croit important, qui se sait attendu. Son dossier, il n'ouvre pas. Il n'a rien à dire, mais elle le dit avec des mots qu'il pense bien choisis, en nous regardant avec une pseudo-compassion du haut de son mètre 90. Je sens que maman pense comme moi. Ce professeur, c'est son job de prendre cette mine affectée. Ça n'a jamais aidé ceux qui souffrent qu'il arbore une mine constipée, personne ne lui a jamais dit. Il me fait penser à ces prêtres qui vous regardent avec tendresse, mais qui en fait regardent tout le monde pareil. C'est leur job, à eux aussi. Finalement, ils ne vous voient pas. Ils vous traversent du regard, ils ne sont pas là. Quand le professeur quitte la chambre, je l'imagine dans un dîner en ville, sans sa blouse blanche, mais plein de sa fonction. Maman me murmure qu'elle va peut-être dormir. Je lui fais cette blague qu'elle pense vraiment qu'à dormir. Je crois voir dans ses yeux qu'elle trouve quand même ça drôle. L'infirmière n'a pas le même humour. Aïssatou est très premier degré. Maman semble si menue sous son drap blanc et rêche. Elle doit peser 40 kilos. Moins que tous les tuyaux, sondes et autres poches qui l'encombrent. Je vais faire un tour au point presse. Mon pas est de plus en plus dynamique dans les couloirs qui n'en finissent pas. Si souvent, j'ai marché dans les rues et les mots se sont dissipés. Je marche vite dans le vent froid et tout retrouve sa place. J'accélère encore en renvoyant maman sur une plage du Portugal. Son sourire ébloui de soleil. Elle tourne la tête vers l'objectif. Ce doit être mon père qui prend la photo. C'était toujours lui qui prenait les photos, si bien qu'il se plaignait de ne jamais être dessus.
C'est une vraie ville, cet hôpital, avec ses carrefours et ses panneaux, ses différents quartiers, ses machines un peu partout pour se repérer. On y tape sa destination et le chemin s'illumine. Je ne suis pas sûr que ce soit très pratique. Je regarde les journaux, les magazines, plusieurs titres m'intéressent. Il y a quelque chose de chaleureux dans les couleurs criardes des urnes. La vendeuse semble désapprouver que je les feuillette sans les acheter, mais elle n'ose pas le dire, alors j'en profite. Maman ne dort pas. Elle a mal de nouveau. J'arrive à lui arracher le début d'un sourire en me moquant de notre président de la République. Ce sourire, c'est ma vie, ma lumière. Je demande à Aïssatou ce qu'elle en pense, mais Aïssatou, la politique, ça ne l'intéresse pas. Elle n'apprécie pas mes blagues, mais au moins, elle est gentille avec maman. C'est toujours mieux que l'énorme Maryse, l'infirmière du matin. Ses gestes sont brusques et sont pas lourds. Tout en elle indique le besoin de se venger de la vie. Le sourire de maman s'envole vite. Elle retrouve cette manière de fermer les yeux de douleur. Je mets ma main sur son poignet, mais je lui fais mal à cause du cathéter. Je recule un peu et j'évite de justesse la poche à urine. La visite de mon oncle tombe au mauvais moment. Maman n'est pas en état de parler et lui ne sait pas quoi dire. Je vois bien que la présence de son frère lui pèse. Voilà des années qui ne sont pas si proches. C'est un juif askénaze, une pince sans rire, parfois drôle, mais pas aujourd'hui. Nous n'avons jamais eu beaucoup d'échanges. Heureusement, il ne peut rester plus d'un petit quart d'heure. Son départ me soulage. Maman respire douloureusement dans un sifflement. Je regarde les hématomes sur ses avant-bras. Je regarde tous ses tuyaux. Celui qui relie le cathéter à la perfusion, celui qui mène à la poche à urine, celui qui conduit à la solution morphinique. Elle plonge ses yeux dans les miens et nous nous comprenons. Nous nous comprenons depuis toujours. Je lui prends la main en lui disant de regarder dehors, comme il fait beau, comme le ciel est bleu. Je lui répète doucement de s'endormir en regardant le ciel. Je suis au volant de ma voiture et je fonce dans cette avenue très large qui traverse le bois. Paris est devant moi. Les hautes tours de la Défense s'éloignent de mon rétroviseur. La réunion a été dure, mais elle s'est bien finie. J'ai emporté le morceau. Elle s'est tenue au sommet d'une de ses plus hautes tours. Beaucoup jugent ces tours laides, détestent y travailler. Moi, je les vois scintiller dans mon rétroviseur, lumineuses comme dans un rêve pleine d'arrogance, de poésie. Il est vrai que je n'y travaille pas. Je n'y passe simplement pour quelques rendez-vous. Quand je fais mon show, quand j'expose mon projet et que je dois convaincre, et j'ai besoin de marcher, il faut que je marche pour que viennent les mots. Il faut que je marche et parle avec les mains. Au début, je voyais leur tête de type à qui on ne la fait pas, et je me disais que c'était ma dernière chance, que si je ne vendais pas cette idée-là, c'était le dépôt de bilan. Je sentais des résistances partout. Ils m'avaient annoncé la couleur dès l'ouverture de la réunion. Nous n'avons pas beaucoup de temps et nous avons déjà pris connaissance de votre projet. Le moins qu'on puisse dire est qu'il ne nous emballe pas. Nous vous écoutons. La salle n'était pas assez spacieuse pour que je puisse marcher en parlant et je me retrouvais bêtement debout à disserter devant des hommes assis. La plupart avaient de sacrées bedaines, prêtes à faire éclater leur chemise blanche ou bleue. Certains me semblaient respirer avec difficulté. Je me suis dit que la position assise devait être un supplice avec des ventres pareils et je me suis promis de continuer à courir pour ne jamais leur ressembler. Mes idées s'enchaînaient mal. J'avais une douleur au coude, insistante et pointue, lorsque je dépliais mon bras. L'événement que je leur proposais était cher, risqué en termes d'image, avec obligation de trancher dans l'urgence. Tout ce qu'ils détestent, mais je crois que c'est ce qui m'a plu. Ces résistances. Je me suis appuyé dessus, comme si elles avaient allumé quelque chose en moi. Et c'est passé. C'est même passé en beauté. Ils ont compris leur intérêt, la possibilité de toucher la banlieue avec leur cocktail à base de whisky. Ils ont dit qu'ils allaient y réfléchir, mais ça voulait dire que c'était bon et qu'ils allaient prendre le risque et signer le gros chèque. Le boss m'a demandé comment j'avais eu cette idée. Un événement prestige dans les discothèques phares de la banlieue sensible, mais je n'ai pas eu le temps de répondre. Ils s'étaient déjà tous levés, dossier sous le bras, prêts à partir. De toute façon, c'est le genre d'homme qui pose des questions mais ne perd jamais de temps à attendre les réponses. J'entre dans Paris et m'engage sans freiner dans une voie de bus. Je brûle le feu qui vient de passer au rouge, une voiture surgit de la droite, le terre-plein central se rapproche dangereusement, tout va très vite, mais c'est comme au ralenti que je regarde à gauche, à droite, dans le rétroviseur. J'écrase la pédale de l'accélérateur et tout s'arrange. Dans mon rétro, les tours sont encore là, les klaxons hurlent de partout, mais je les entends à peine, la musique
est plus forte. Il y a du bruit dans ce café. Des gars qui s'emportent, une fille qui rit beaucoup à deux tables de nous, et le serveur qui range ses verres sans ménagement. On dirait même qu'il s'amuse à les entrechoquer. Il faut crier pour réussir à se parler. Je suis avec Ange, à qui je viens de demander s'il pouvait me prêter de l'argent. Pas de souci tant que tu ne me demandes pas d'où il vient. Ange est corse, et je me suis jamais vraiment intéressé à la manière dont il gagne sa vie. Il n'a que de l'argent liquide, jamais de petites sommes, mais qui suis-je pour juger? J'ai souvent eu des amis qui refusaient de m'accompagner lorsque j'allais le retrouver. Même Louise m'a fait le coup. Elle m'a dit qu'elle le trouvait malsain, qu'elle préférait ne pas le voir et que je ne le fréquente pas. Mais quand je bois un verre avec quelqu'un, je ne me demande pas comment il a gagné son argent. Quand je suis bien avec quelqu'un, je ne me pose pas toutes ces questions. C'est d'ailleurs ce que j'ai dit à Louise. Quand je fais l'amour avec toi, je ne me demande pas avec qui tu as couché la veille. Elle n'a pas compris le rapprochement. Pourtant, il me semble que c'est un peu pareil. C'est le repère d'Ange, ici. Il parle en débit accéléré, me raconte sa séance d'entraînement dans son club de tir, les flics qui les côtoient, et sans transition, ce que lui a hurlé une Parisienne des beaux quartiers pendant qu'il lui assénait des coups de rein. Les filles sont quand même parfois étranges. Je lui dis qu'il n'a qu'à demander à la fille d'à côté ce qu'elle en pense, et il le fait sans attendre, se lève et déplie son grand corps de boxeur pour aller lui parler à l'oreille. Je ne vois pas sa réaction, son visage est masqué par la longue chevelure d'Ange. Il revient en lâchant qu'elle n'a pas compris, mais qu'elle a adoré. Ange aime les propos misogynes, il aime aussi les propos racistes ou antisémites. Ça me dérange un peu, mais dans ces moments-là, j'ai du mal à le prendre au sérieux. Avec lui, les idées volent. Les mots fusent, ça part dans tous les sens et j'aime ça. J'aime son grand corps qui réclame du mouvement, la rage qui est en lui et qui exige sa proie. Elle le rend raciste parfois et parfois généreux, parfois drôle et parfois pas du tout. Il flirte avec l'extrême droite. Hier, c'était l'extrême gauche, mais au fond, qu'est-ce qu'une conviction? Ange a des idées sur tout et elle change tout le temps. Est-ce qu'il croit à ce qu'il dit ou est-ce qu'il joue à le croire pour le plaisir de provoquer? J'ai toujours eu du mal avec ceux qui étaient trop attachés à leurs convictions. Je trouve ça pathologique d'y être ainsi accroché, louche surtout. Comment peut-on ne pas douter? En fait, je les trouve tristes, les gens attachés à leurs convictions, je ne sais pas pourquoi. Ange, je sens libre. Parfois, il dit des choses qui me déplaisent, alors je lance sur un autre sujet, et c'est comme une boule de feu qui rebondit. Il argumente comme il boxe, souple, nerveux. Nous commandons d'autres demi, et le serveur crie « Deux demi, deux !» d'une voix qui domine le tumulte des verres, puis il repart en courant, le plateau au-dessus de sa tête. J'ai quitté l'hôpital plus tard que prévu. J'attendais que maman se réveille pour l'embrasser avant de partir. Finalement, quand je me suis décidé à y aller, elle dormait encore, mais semblait sereine. J'ai déposé un baiser sur son front, sa respiration était régulière et ça m'a rassuré. J'ai croisé Aïssatou dans le couloir qui m'a demandé si maman était seule. Je lui ai répondu que mon frère arrivait mais que je devais filer. Je n'ai pas bien entendu ce qu'elle marmonnait, mais j'ai eu envie de la taquiner. J'aime bien son accent quand elle me répond qu'elle ne fait pas de politique. Il me reste 20 minutes pour rejoindre ma voiture, puis prendre le périphérique, l'autoroute et faire 60 km vers le nord. À peine installé au volant, je branche mon téléphone sur l'allume-cigare, ouvre mon agenda sur le siège passager et démarre dans la foulée. C'est jouable. Soudain, une scène me revient. J'ai 20 ans et je suis sur un autre parking d'hôpital. Ma grand-mère, que j'adore, a un cancer en phase terminale. Je vais la voir presque chaque jour entre les cours de mon école de commerce. Elle n'a plus de cheveux, plus de force, le visage gonflé par les traitements, mais elle arrive encore à jouer de son si beau sourire. On se demande comment elle fait. Toute la famille est accablée, c'est venu trop vite, trop tôt surtout. Ma mère et mon oncle répètent que c'est injuste, que les salauds vivent vieux, que les meilleurs partent les premiers. Et moi je trouve ça bizarre, cette idée d'injustice. Qu'est-ce qui est injuste? Et qu'est-ce qui est juste? Je suis triste, mais l'idée d'injustice me semble déplacée. Parfois, je dois quitter la chambre de ma grand-mère parce qu'elle reçoit des soins. Je vais alors dans ma voiture sur le parking. C'est ma première voiture, cabossée de partout, jaune canari, délavée par le soleil et le temps, une sorte de voiture de plage remplie de cassettes et de manuels de marketing, de comptabilité.
Je suis en pleine période d'examen et je me jette sur mes livres avec une étrange boulimie au milieu du parking. J'avale mes chapitres en enfonçant dans l'autoradio des cassettes de Boogie Woogie. Ils n'ont rien de passionnant, ces manuels de marketing, mais je les dévore. Il me suffit de surligner un passage au stabilo et ça y est, je l'ai dans la tête. Alors je referme le livre, je claque la portière et je remonte voir ma grand-mère. L'autoroute du Nord est comme un gigantesque ruban mauve sur lequel je glisse. Je souris en pensant au cadre en costume de la direction de la communication. Je les imagine en train de quitter la Défense pour se rendre dans cette banlieue pourrie, dans ce no man's land collé à Roissy. Ils doivent me maudire d'avoir eu cette idée et se demander comment leur boss a pu la trouver bonne. L'Enigma est la plus grosse discothèque de France. Toute la banlieue parisienne s'y retrouve le samedi soir. La première fois que j'en ai entendu parler, c'est parce qu'il y avait eu un mort lors des règlements de compte sur le parking. Il suffit qu'il y ait un peu de médias lors de l'événement et ce sera un succès. Le message passera. Les banlieusards ne sont pas condamnés à la bière, aux joints et aux drogues de synthèse. Ils ont droit eux aussi à la subtilité des grands whisky. C'est cet argument qui a semblé toucher le responsable de l'image du groupe. Devant les mines réticentes des membres de son équipe, il a embrayé tout seul sur la nécessité de s'adapter à la France d'aujourd'hui, sur le nouveau visage des classes moyennes. Pour finir, il ne voyait pas de meilleur endroit pour lancer cette gamme innovante de cocktails à base de whisky. Un de ses collaborateurs s'apprêtait à faire une objection, mais il a coupé court avec autorité. « Écoutez, Jean-Marc, nous irons faire un petit tour en banlieue et personne n'en mourra. » De l'autre côté, en direction de Paris, les voitures sont quasi à l'arrêt. Mon allure n'en est plus vive. Je laisse sur ma droite le Stade de France, la basilique de Saint-Denis, tous les deux se détachent, majestueux sur le fond du ciel bleu, et je me dis que c'est beau. Le ruban de l'autoroute se tend sous le soleil. J'appuie sur le champignon et je rattrape mon retard. Je ne sais par quel hasard j'arrive à me repérer dans cette zone industrielle, mais me voici sur l'immense parking face à l'Enigma, qui ressemble davantage à un vaisseau spatial qu'à une boîte de nuit. Dans un bruit sourd, un avion passe si bas qu'on croirait qu'il peine à décoller. Je me dis que les moteurs des avions sont plus bruyants que l'été, quand il fait chaud. Je ne sais pas si c'est vrai. J'imagine, la nuit, sur les terrasses, les danseurs, un verre à la main qui se crie dans les oreilles à cause de la musique et des mugissements des avions. C'est agréable d'être presque la seule voiture sur un parking si grand. Je me laisse un peu flotter, je tourne à droite, à gauche, je retarde le moment de me garer, de m'annoncer à l'entrée. D'un côté du parking, une barre HLM, des immeubles bas, mais délabrés. De l'autre, une zone pavillonnaire où l'on devine alignées les mêmes petites maisons. Je n'avais pas vu cette bande de jeunes regroupés autour de voitures stationnées. 2 grosses BMW noires. Au bout du parking, ils semblent regarder dans ma direction. Ils ne doivent pas comprendre ce que je fais à tourner en rond sans but sur le parking. Lorsque j'arrive à leur niveau, je sens une forte odeur de joint et je remarque une fille brune avec un air sauvage. Je croise son regard, en roulant au pas, juste devant le groupe. C'est la seule fille de la bande. Elle doit être entourée de 4 ou 5 grands mecs, en sweat ou en t-shirt. Et c'est elle que je regarde, pendant que l'un d'eux s'adresse à moi. « C'est quoi ton problème là, à tourner autour de nous ?» Je réponds que je n'ai pas de problème, que je me baladais juste un peu avant de me garer. « Allez, casse-toi! Va te balader ailleurs !» Je tentais d'accélérer pour éviter l'embrouille, mais ça me gêne d'avoir l'air d'obéir. Et puis, il y a quelque chose chez cette fille qui me fascine. Une arrogance dans les yeux, j'ai du mal à détourner les miens. Je me suis arrêté sans trop m'en rendre compte. « Hé, t'as pas compris, on t'a dit de te casser !» Cette fois, c'est elle qui a parlé. Soudain, leur agressivité me semble grotesque. Je m'apprête à redémarrer, mais je n'en ai pas le temps. Le gars prend la parole. Visiblement, c'est le chef de la bande, parce qu'il est le seul à l'ouvrir. Il a une dent en argent sur le devant, qui lui donne un air de chien abruti et méchant. Écoute. Je crois que t'as pas capté. T'es chez moi ici. Alors tu vas nous donner ce que t'as sur toi et après tu vas te casser comme on t'a gentiment demandé et surtout tu vas baisser tes sales petits yeux et arrêter de la mater. Et toi aussi tu recules. Lance-t-il à la brune sur le même ton. Tu recules et c'est tout. Tu me prends pour qui toi? Je suis pas ta chose. J'ai cru une seconde que la brune s'adressait à moi mais c'est à lui qu'elle parle.
Il se retourne d'un coup vers elle et elle recule en le traitant de fils de pute de sa mère et en disant qu'elle ne lui appartient pas. Ils sont maintenant devant ma voiture. J'attends qu'ils se poussent pour pouvoir démarrer, mais la brune en profite pour ouvrir la portière du passager et s'engouffrer dans ma voiture. J'accélère, sans trop réfléchir, mais au bout de quelques mètres, elle me hurle d'arrêter. « Tu crois quoi, connard? Tu crois que tu m'intéresses avec ton 4x4 de bombe et ton costume de mort? Vas-y, Franny, casse-toi !» La voiture n'est pas encore arrêtée, que la fille a déjà sauté dehors. Cette fois, j'accélère un bon coup et mes pneus crient sur le bitume. Je suppose qu'elle rejoint les autres, mais j'ai le soleil dans le dos et je les distingue mal dans le rétroviseur. Ils sont loin maintenant. Ils ne sont plus que des silhouettes en contre-jour, des ombres tremblées que la chaleur efface. Voilà. C'était les 8 premiers chapitres de La Joie de Charles Pépin. J'espère que ça vous donnera envie de lire le livre. J'espère que vous avez tenu bon, malgré toutes ces minutes où je n'ai pas arrêté, où j'ai pu bafouiller parfois. Mais je suis certain que c'est mon cœur qui a parlé. Et j'espère que vous aurez envie aussi peut-être de découvrir, lorsque La Joie passera dans votre ville, dans votre théâtre préféré, l'adaptation que j'ai faite du roman de Charles Pépin. Voilà. Je vous dis à très bientôt et je vous remercie de votre écoute, de votre attention. Et merci beaucoup à Alma. À très vite.